Parfois, le véritable poids d'une trahison ne réside pas dans le coup reçu, mais dans l'urgence avec laquelle votre esprit exige de le rendre. Il est facile de se perdre dans la fantaisie de la vengeance, dans le désir d'équilibrer la balance à tout prix, comme si cet ajustement pouvait rendre la dignité ou le contrôle que vous avez senti vous être arraché. Mais il y a une vérité inconfortable, aucun dommage externe ne peut vous couler autant que de céder la barre de vos actions à la colère ou au ressentiment. Le stoïcisme le pose sans détour, celui qui réagit sans penser devient l'esclave de l'agresseur et sa liberté se dissout dans des impulsions étrangères à sa volonté. Il ne s'agit pas de nier la douleur ou de prétendre que rien ne s'est passé, il s'agit de décider, avec une froideur presque chirurgicale, ce que vous allez faire avec cette douleur et qui vous allez être après. La véritable revanche n'est pas de rendre le coup, mais de devenir quelqu'un qui ne peut plus être atteint par la mesquinerie des autres. L'ennemi réel est la version de vous qui veut tout détruire. Je te le dis clairement, montrer que tu as survécu, que tu as grandi et que ta vie ne dépend pas des fractures du passé est la réponse la plus percutante que tu peux donner. Il ne s'agit pas de pardonner par faiblesse, ni d'oublier par commodité, mais de démontrer par des actes que ton évolution est irréfutable. Aujourd'hui, nous allons explorer les 8 attitudes qui transforment la blessure en pouvoir, parce que la vengeance la plus dévastatrice est la croissance. 1. Choisis ta réponse, pas ta réaction. Tu franchis la porte du bureau, tu entends ce commentaire passif-agressif dirigé vers toi, et tu ressens immédiatement le choc, mâchoire serrée, respiration qui s'accélère, l'envie de lâcher quelque chose de tout aussi venimeux. Dans ta tête, une partie crie que tu ne devrais pas laisser passer ça, que tu dois te défendre, marquer ton territoire, montrer que personne ne te marche dessus. C'est le mécanisme automatique que tu traînes depuis des années, presque comme un réflexe musculaire. La plupart, sinon tous, préfèrent suivre cet élan, le justifiant par des phrases confortables « Je ne suis pas idiot, je ne vais pas me laisser faire ». Ils ont commencé. Tu te le répètes pour ne pas te sentir faible, comme si réagir automatiquement était un acte de courage et non de simple manque de contrôle. Mais voici la vérité inconfortable, chaque fois que tu choisis de réagir, tu deviens esclave de cet élan. Tu n'es pas fort, tu es prévisible. Tu n'es pas craint, tu es manipulable. Ton ennemi n'a même pas besoin de faire d'efforts, il lui suffit d'appuyer sur le bon bouton pour te voir brûler de l'intérieur. Ne te trompe pas. La douleur ne vient pas de l'offense, elle vient de ton incapacité à mettre un filtre entre ce qu'on te fait et ce que tu fais ensuite. Tant que tu continues à justifier tes réactions, tu restes coincé dans la même boucle que tu as juré de briser. Personne ne te demande de devenir un robot sans émotion, mais si tu te contentes d'être une marionnette de tes impulsions, tu as déjà perdu. Le vrai stoïcien n'est pas celui qui ne ressent rien, c'est celui qui décide. Décider est un verbe qui fait mal, parce qu'il implique de l'effort, de l'entraînement, de la répétition. Mais c'est le seul moyen de cesser d'être une victime des circonstances. Te rends-tu compte de l'énergie que tu gaspilles en réagissant par réflexe ? Combien d'opportunités de croissance tu jettes à la poubelle juste pour défendre un ego fragile qui en réalité ne te protège de rien. Marc Aurèle n'a pas écrit ses méditations pour se vanter, il les a écrites au milieu de crises personnelles et politiques où il avait tout à fait le droit de perdre la tête et de crier au monde. Mais il a choisi autre chose, mettre une distance entre le stimulus et la réponse, forger un caractère résistant plutôt que de chercher une vengeance immédiate. Sénèque l'a bien dit, personne ne peut te faire autant de mal que toi-même lorsque tu permets que ta réponse soit dictée par la colère. Tu décides si le mal devient une fracture permanente ou le point de départ d'une amélioration radicale. N'achète pas le mensonge que c'est comme ça que tu es et que tu ne peux pas changer, c'est l'excuse parfaite pour rester faible. Changer est inconfortable, cela implique de te confronter à cette version de toi qui préfère crier plutôt que respirer, attaquer plutôt qu'observer. Mais si tu ne le fais pas, chaque petite offense continuera à s'accumuler comme une dette émotionnelle qui un jour te sera réclamée avec intérêt. Il y a une ligne que tu ne peux pas franchir si tu veux grandir, celle de laisser ta réponse aux mains de l'impulsion. La réaction est bon marché, la réponse est coûteuse. Il est facile d'exploser, il est difficile d'attendre, de respirer, d'analyser et ensuite de décider comment agir. C'est ça le vrai pouvoir. C'est ça la vraie vengeance, non pas contre l'autre, mais contre ta propre tendance à te saboter.
Tu n'es pas le premier à sentir que tu dois te défendre, mais tu peux être l'un des rares à choisir de ne pas te rabaisser. L'autocontrôle n'est pas répression, c'est maîtrise. La vraie force n'est pas de rendre le coup, mais de ne pas te laisser entraîner dans la même boue qu'on t'a lancée. Personne ne se souvient de celui qui a réagi, mais tout le monde respecte celui qui a choisi sa réponse. Montre par des actes, pas par des crises de colère. Ta meilleure vengeance est de ne pas être entraîné par la médiocrité des autres. Que ton calme soit le signe de ton évolution. Retiens ceci, le contrôle ne se négocie pas, il se travaille. 2. Fais de la douleur ton maître, pas ton excuse. La douleur ne se discute pas, elle se travaille. C'est la différence entre celui qui avance et celui qui reste toujours à raconter la même histoire. La première chose que fait l'esprit lorsque quelqu'un te blesse est de chercher une justification pour t'arrêter, pour ne pas continuer, pour te transformer en victime permanente. Il est confortable de penser que la douleur te donne le droit de t'arrêter, comme si la blessure était un laissez-passer pour refuser de grandir. Mais la vérité est que chaque fois que tu utilises la douleur comme excuse, tu donnes le contrôle de ta vie à celui qui t'a blessé. Tu deviens le résultat de ce qu'on t'a fait, pas de ce que tu peux construire à partir de cela. Le mal existe, oui, et nier son impact est un mensonge. Mais il y a une différence abyssale entre accepter le coup et laisser ce coup définir la limite de ta transformation. Derrière chaque réaction automatique, derrière chaque excuse que tu répètes, il y a une croyance. Ce que j'ai souffert m'autorise à rester ainsi. C'est ce qui te maintient attaché. La douleur est réelle, mais le pouvoir que tu as de choisir quoi faire avec cette douleur l'est aussi. C'est là que la plupart échouent. Ils croient que grandir signifie cesser de ressentir, ou que devenir fort signifie ignorer ce qui fait mal. C'est une erreur. Le stoïcisme ne te demande pas de nier la souffrance, mais de la mettre à ton service. Quand la douleur devient un maître, pas une excuse, tu découvres des ressources internes que tu n'aurais jamais connues dans le confort. Il y a une sorte de sagesse aiguisée qui n'émerge que lorsque tu cesses de chercher des coupables et que tu commences à te demander ce que tu peux apprendre de ce qui t'est arrivé. L'inconfort est un entraînement. Chaque fois que tu choisis d'avancer malgré le poids émotionnel, tu renforces le muscle de ton caractère. Chaque fois que tu t'arrêtes pour te justifier, ce muscle s'atrophie un peu plus. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, ni de fabriquer une sorte de fierté autour de la blessure. Il s'agit de l'utiliser comme un indicateur, ce qui te fait mal indique ce que tu dois encore travailler. Si ta réaction est de chercher une vengeance traditionnelle, tu ne fais que prolonger la chaîne de dépendance. Tu dépends de la validation externe, tu dépends de la punition, tu dépends du fait que l'autre ressente la même chose que toi. Ce n'est pas du pouvoir. C'est de l'esclavage émotionnel. En revanche, lorsque tu décides que la douleur sera l'investissement de ta croissance, que chaque blessure est un paiement anticipé pour devenir plus résistant, tu passes à un autre niveau. Ce qui était auparavant une excuse pour la stagnation devient une plateforme de relance. Le calme et le pouvoir. L'indifférence stratégique n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse appliquée. Tu choisis quand dépenser ton énergie et quand la réserver. Celui qui apprend à vivre avec la douleur sans se laisser emporter devient inatteignable pour ceux qui cherchent à le manipuler. Personne ne viendra te reconnaître pour ce que tu as souffert, et tu n'en as pas besoin non plus. La reconnaissance la plus précieuse est de te regarder avec honnêteté et de savoir que tu n'es pas resté au même endroit, que tu as utilisé la blessure comme un moteur, pas comme une encre. La douleur est inévitable, la paralysie est optionnelle. La prochaine fois que quelque chose te blesse et que la vieille tentation de te venger te murmure à l'oreille, souviens-toi, ta transformation est la seule réponse qu'ils ne peuvent pas te prendre. Ce n'est pas l'autre qui te définit, c'est toi, quand tu décides que la douleur ne va pas gouverner tes prochains pas. Si tu fais de la douleur ton maître, personne ne pourra jamais l'utiliser contre toi. C'est la leçon qui sépare ceux qui survivent de ceux qui évoluent. 3. Brise le cycle des dommages, sans concession. Personne ne va briser le cycle des dommages pour toi. Si tu continues à attendre que le temps, les excuses ou la justice externe te rendent la paix, tu vas rester coincé dans la même cage, année après année. Ce n'est pas agréable à entendre, mais le cycle ne s'arrête que lorsque tu le coupes,
et cela exige une décision brutale, arrêter de chercher réparation dans la réaction et commencer à investir dans ta propre transformation. Pense aux gestes quotidiens que tu traînes quand quelqu'un te blesse, poing serré sous la table, regard qui se durcit, conversation interne que tu répètes en te couchant, repassant encore et encore ce que tu aurais dû dire ou faire. Cette usure s'accumule, se remarque dans le corps, dans la posture, dans le ton avec lequel tu parles à ceux qui ne t'ont rien fait. Le dommage s'infiltre dans tes jours comme une humidité silencieuse, déformant chaque tentative de construire quelque chose de nouveau. Mais il y a une sortie, et elle n'a rien à voir avec la vengeance. La vérité est que le cycle des dommages ne se brise pas en rendant le coup, mais en refusant d'être défini par ce qu'on t'a fait. Il n'y a pas de magie là-dedans. C'est observer l'impulsion de répondre, ressentir l'envie de répliquer le dommage à l'identique et choisir une autre voie. Tu le vois dans les détails minuscules, la respiration que tu décides de prolonger avant de parler, les secondes que tu te donnes avant de répondre à un message qui t'irrite, l'effort conscient de détendre les épaules quand tout ton corps exige de l'attention. Chacun de ces gestes, bien qu'ils semblent insignifiants, sont des pierres que tu poses pour ériger un mur entre toi et l'héritage de douleur que d'autres essaient de te transmettre. La blessure ne commande dans ta vie que si tu lui donnes le commandement. Quand tu décides que ton énergie ne sera pas le paiement pour le compte émotionnel des autres, la dynamique change. Ton silence mesuré, ta distance stratégique, ta capacité à ne pas chercher de complicité dans la plainte, sont des réponses concrètes qui coupent le cycle à la racine. Ne confonds pas ce contrôle avec une indifférence creuse. Ça se voit différemment, c'est le regard qui ne cherche plus l'approbation de celui qui t'a blessé, la voix qui ne tremble pas quand elle pose des limites, la routine qui se concentre sur tes propres projets et non sur des règlements de compte. Celui qui brise le cycle n'est pas celui qui oublie, mais celui qui refuse de passer une seule minute de plus à alimenter la chaîne du ressentiment. En pratique, cela signifie que ta journée ne tourne plus autour de ce qu'on t'a fait. Cela signifie que tu peux entrer dans ce même espace, voir la personne qui t'a blessé et ne pas porter l'attention de prouver quoi que ce soit. Le véritable pouvoir n'est pas que l'autre souffre, mais que tu ne dépendes plus de son dommage pour te sentir vivant ou justifié. Voilà à quoi ressemble la vengeance stoïcienne, avancer pendant que d'autres restent embourbés dans le même jeu. Il ne s'agit pas d'ignorer le passé, mais de le situer à sa juste place, comme une donnée de plus et non comme l'axe de ton identité. Celui qui te voit grandir de loin et ne trouve plus en toi la réaction attendue, finit par faire face à son propre vide. Il n'y a pas de pire punition pour celui qui voulait te voir détruit que de confirmer ton indifférence active, ton progrès, ta paix. Briser le cycle, c'est refuser de payer des intérêts pour une dette émotionnelle que tu n'as pas choisie. C'est démontrer, par des actes quotidiens, que rien ni personne n'a le droit de te transformer en une extension de sa propre misère. Grandir est la réponse qu'on ne peut pas te prendre. Le calme entraîné est la plus grande insulte pour celui qui a parié sur ta ruine. Si tu veux cesser d'être l'otage du dommage, commence par une décision, tu ne vas pas perpétuer la chaîne, sans concession. C'est la victoire qui compte. 4. Maîtrise ton esprit, pas ton environnement. Je vais être honnête, je passe trop de temps à essayer de contrôler ce qui m'entoure. Parfois, je me surprends à calculer comment les gens devraient réagir, comment les circonstances devraient s'aligner, espérant que tout soit plus simple, moins rugueux, plus conforme à mes désirs. C'est un piège mental, tandis que j'essaie de corriger l'extérieur, j'abandonne la seule chose que je peux réellement diriger, mon esprit. Une partie de moi résiste à l'accepter, parce qu'il est inconfortable de se rendre à la réalité que le monde ne va pas se modeler selon ma volonté. Mais c'est là que naît l'anxiété, la frustration, cette sensation d'impuissance qui s'installe lorsque les choses ne se déroulent pas comme je l'attends. J'ai appris que chaque fois que je mets de l'énergie à vouloir modifier mon environnement, je détourne mon attention de la seule bataille essentielle, celle qui se joue à l'intérieur. C'est brutalement simple, et en même temps difficile à reconnaître. Lorsque j'insiste pour que les autres changent, que la météo s'améliore, que l'économie me soit favorable, je deviens l'otage de ce que je ne contrôle pas. C'est comme signer un contrat invisible où je cède ma paix et mon pouvoir aux circonstances. Je le sais, et pourtant je retombe encore et encore dans le piège de penser
Quand tout sera en ordre dehors, alors je me sentirai bien. C'est un mensonge confortable, une justification qui anesthésie la responsabilité de prendre en charge ce que je pense et comment je réagis. Le véritable contrôle n'est pas à l'extérieur. L'environnement ne se soumet pas à mes attentes. L'esprit, en revanche, peut être entraîné. Tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements, répète Marc Aurèle. C'est une vérité inconfortable, mais c'est le cœur même de la liberté réelle. La force ne consiste pas à dominer l'extérieur, mais à se dominer soi-même face à l'extérieur. Je me rends compte que l'esprit fabrique des histoires pour me protéger de l'effort de changer. Il me dit que si j'ajuste quelque chose dehors, je me sentirai mieux dedans. Mais l'expérience me montre l'inverse. Lorsque j'accepte l'incertitude, lorsque j'assume que je ne peux pas contrôler ce que les autres font ou ce qui arrive, mais bien la manière dont je l'affronte, c'est à ce moment-là que je retrouve ma force. L'esprit est le seul terrain que je peux cultiver à volonté. Les pensées automatiques, plaintes, peurs, ressentiments sont des habitudes que l'on peut démonter, mais seulement si je les observe sans me mentir. Il n'y a pas de raccourci, l'entraînement est quotidien, inconfortable, parfois désespérant. Mais chaque fois que je parviens à créer une distance entre l'impulsion de contrôler et la décision de me gouverner moi-même, une réserve de force se construit, une force qui ne dépend de rien ni de personne. L'environnement peut être hostile, injuste, chaotique, cela ne changera jamais complètement. Ce qui peut changer, en revanche, c'est la manière dont j'affronte cette adversité. C'est là que se trouve la différence entre se résigner et devenir fort. L'esprit est un muscle, il s'entraîne dans l'inconfort, dans le renoncement au contrôle externe, dans le choix conscient de la manière d'interpréter la réalité. Ne cherche pas à ce que le monde s'adapte à tes désirs, conquiers ton propre esprit. C'est là la victoire que personne ne pourra jamais t'enlever. 5. Ta tranquillité est ta plus grande victoire. Je vais te dire quelque chose que tu n'admets probablement pas même devant le miroir. Au fond, tu as peur de paraître faible, si tu ne réponds pas rapidement, si tu n'élèves pas la voix, si tu ne montres pas que rien, ni personne ne peut te vaincre. Cette peur est ce qui te fait perdre ton calme, parce qu'en réalité, ce n'est pas que tu es courageux, mais que tu ne supportes pas la moindre sensation d'être minimisé. Tu as appris à identifier le calme avec la résignation, comme si c'était synonyme de ne rien te soucier ou de laisser les autres te marcher dessus. Mais c'est le mensonge le plus coûteux que tu as avalé. Tu as confondu réaction avec force et tu t'accroches à cette confusion parce que cela t'évite de faire face à l'inconfort de ne pas contrôler la perception des autres. Tu appelles cela ne pas te laisser faire, alors qu'en réalité c'est une incapacité à tolérer ton propre inconfort. Tu ne perds pas ton calme parce qu'on te provoque, tu le perds parce que tu ne supportes pas la tension de ne pas répondre juste quand ton orgueil l'exige. C'est là le véritable conflit. Ce n'est pas le dommage externe, c'est ta guerre interne contre l'inconfort de te sentir insuffisant. Personne ne te le dit clairement, mais tant que tu chercheras la victoire dans la réaction, tu resteras aussi petit que ceux qui t'ont fait du mal. Il est facile de feindre la dignité pendant que tu exploses. Mais il est difficile de garder son calme lorsque tout ton système nerveux exige une revanche. C'est là que la plupart se brisent, ils ne supportent pas le silence, ils ne supportent pas la patience, ils ne supportent pas de se voir eux-mêmes endurer. Mais le calme n'est pas endurer pour endurer, c'est mettre en pause le désordre pour que tu puisses voir clairement. Ce n'est pas de l'apathie, ni de la froideur, ni de la déconnexion, c'est le résultat d'avoir travaillé ta résistance interne jusqu'à ce que tu n'aies plus besoin d'exploser pour te sentir présent. Le monde est plein de gens qui disent que les choses ne les affectent pas, mais leur corps les trahit, des postures rigides, de petites vengeances déguisées en sarcasme, des conversations répétées dans leur tête chaque nuit. Ce n'est pas du calme, c'est de la répression mal gérée qui ne fait qu'accumuler une dette émotionnelle. Ta plus grande victoire n'est pas que l'autre souffre, ni même qu'il reconnaisse ce qu'il a fait. C'est que tu puisses rester ferme sans vendre ton énergie au moindre stimulus. Il y a ceux qui croient que le calme est une reddition, mais la réalité est que seuls les plus fragiles réagissent à tout. Ceux qui maîtrisent vraiment le jeu sont ceux qui peuvent choisir quand et comment dépenser leur énergie. Tu n'es pas fort parce que tu ripostes, tu es fort quand tu peux regarder le dommage en face et ne pas le laisser dicter tes mouvements.
Le calme est une discipline de haut niveau, l'autocontrôle est ton muscle le plus coûteux à entraîner parce qu'il implique d'avaler ton orgueil, de cesser d'agir sous pression et de commencer à répondre par décision. Ne te trompe pas avec des excuses comme « c'est comme ça que je suis »,« je ne peux pas l'éviter »,« je l'ai cherché parce que j'ai gardé le silence ». Ces phrases ne font que te maintenir attaché au passé et à ta version la plus faible. Tu veux une vraie revanche? Tu veux montrer que rien ne te renverse? Alors tais-toi à l'intérieur, respire et conserve ton énergie pour ce qui compte. Celui qui a besoin d'exploser pour se sentir vivant reste l'esclave de ce qu'on lui a fait. Le calme n'est pas un silence vide, c'est un contrôle efficace. Se maîtriser soi-même, c'est humilier l'ennemi en silence. C'est la ligne qui sépare ceux qui survivent de ceux qui conquièrent leurs propres limites. Si chaque fois que quelqu'un appuie sur le bon bouton tu perds ton calme, tu n'es ni fort ni libre, tu es prévisible. Tu deviens un jouet entre les mains de celui qui sait comment te déstabiliser. Le calme ne s'improvise pas, il se cultive. Chaque moment où tu choisis de ne pas réagir, chaque fois que tu supportes le poids de l'inconfort, sans chercher un soulagement immédiat, tu accumules des victoires qui ne se voient pas, mais qui font la différence entre une vie traînée et une vie construite. Le stoïcien n'est pas celui qui feint l'impassibilité, mais celui qui a entraîné son esprit pour que rien d'externe ne lui vole le gouvernail. Ton calme est la preuve que tu as survécu et grandi. C'est quelque chose que personne ne peut te prendre. La tranquillité conquise est le coup le plus précis que tu peux donner. Ton calme est ta victoire, ta réaction, ta condamnation. Si tu veux montrer que le dommage ne te définit pas, commence par renoncer à la nécessité de répondre à chaque provocation. Le véritable respect se gagne lorsque tu n'es plus facile à bouger, lorsque ton énergie n'est pas aux enchères pour quiconque veut te provoquer. C'est le calme qui dérange celui qui a parié te voir tomber. Entraîne-le jusqu'à ce que tu n'aies plus rien à prouver. 6. Rends visible ton changement, pas ton ressentiment. Tu ouvres le chat de travail et tu vois que le même collègue de toujours lance une insinuation déguisée en blague. Tu ressens l'envie de répondre, de clarifier ta version, de demander des explications ou pire, d'écrire à quelqu'un d'autre pour chercher des alliés dans ton inconfort. Mais à la fin, tu te contentes de laisser le message vu et pendant que tu t'éloignes du clavier, tu ressens cette inquiétude interne qui te demande de la validation. Tu ne veux pas rester avec le sentiment de défaite, mais tu ne veux pas non plus te rabaisser au jeu des provocations. Ici apparaît le vrai dilemme, montrer ce qui te fait mal ou montrer ce qui ne t'affecte plus. La tentation de rendre public ton ressentiment est énorme parce que tu crois que si les autres voient qu'ils t'ont blessé, il y aura justice ou au moins reconnaissance. Mais cela n'arrive jamais. Ce qui est vraiment exposé, c'est la partie de toi qui reste attachée aux griffes, comme si ton identité dépendait du fait que les autres sachent que tu as été blessé. À ce stade, l'esprit commence à fabriquer des arguments pour justifier la réaction. Il n'est pas juste de rester silencieux, je dois fixer des limites, si je ne le dis pas, cela se répète. Mais en réalité, la limite la plus puissante n'est pas celle que tu indiques vers l'extérieur, mais celle que tu décides de marquer dans ton propre comportement. Le ressentiment cherche des scénarios, cherche des témoins, a besoin de se valider à travers le récit. C'est pourquoi tu te découvres en train de répéter l'histoire, cherchant de l'empathie, espérant que quelqu'un confirme ta version. Mais chaque fois que tu rends visible ta blessure et non ta croissance, tu renforces le rôle de victime. Tu deviens prévisible, facile à lire, quelqu'un qui continue à orbiter autour de la même blessure. Montrer le changement, en revanche, est beaucoup plus inconfortable parce qu'il ne donne pas la gratification immédiate de la compassion, ni la fausse sensation de justice. C'est solitaire, c'est silencieux, c'est lent, mais c'est la seule façon que l'énergie que tu dépensais avant à te lamenter soit investie dans quelque chose qui te sort vraiment de l'endroit où tu as été laissé. Cette transformation commence par reconnaître combien de fois tu as laissé ton ressentiment prendre la parole dans ta vie quotidienne. Le ressentiment se filtre dans la façon dont tu réponds aux autres, dans la rigidité de tes jugements, dans l'incapacité de lâcher des conversations déjà mortes. Si tu es obsédé par le fait de prouver que tu as raison, si tu cherches à ce que tout le monde connaisse ta douleur, tu ne fais que prolonger la validité de la blessure. Rends visible ton changement,
qu'il se voie dans ta façon de travailler, dans ta discipline, dans ta capacité à maintenir le focus malgré les provocations. Que celui qui t'a blessé doive faire face à la preuve que tu n'as plus de temps, ni d'espace pour rester coincé dans sa narrative. Rien n'est plus dérangeant que de voir celui que tu as blessé avancer sans regarder en arrière. Le véritable respect ne se gagne pas en rendant public le griffe, mais en rendant évident qu'il ne te définit plus. Ton histoire peut avoir été marquée par la blessure, mais ton présent doit être écrit par la transformation. Il n'est pas nécessaire de l'annoncer. Les gens le voient quand ta vie cesse de tourner autour de la blessure et commence à tourner autour de tes projets, de ton calme, de ta cohérence. Fais de ton progrès la seule explication dont les autres ont besoin. C'est la ligne qui sépare la croissance de la stagnation. La prochaine fois que tu ressens cette urgence de réclamer, d'expliquer, de chercher reconnaissance pour ce que tu as souffert, arrête-toi. Choisis que ce qui est visible soit ton avancement, pas ton ressentiment. Parce que ce que tu montres est ce qui compte. Si ta blessure est la plus visible, personne ne verra le changement. Si ta transformation occupe le premier plan, le dommage perd de l'importance. Laisse ton changement parler pour toi. C'est la seule victoire qui n'a pas besoin de témoins. Sept, maîtrise ton impulsion, renforce ta volonté. Maîtriser l'impulsion est la différence entre vivre à la merci des autres ou vivre selon tes propres termes. Observe la scène, des doigts tambourinant sur la table, la mâchoire serrée, le regard fixé sur le sol pendant que ton esprit repasse le grief. Tout ton corps demande une décharge, un geste impulsif qui te redonne le sentiment de contrôle immédiat. Mais si tu cèdes, tout ce que tu obtiens est d'hypothéquer ta volonté à un instant de satisfaction éphémère. L'impulsion est bruyante, toujours urgente, toujours exigeante d'attention. La volonté, en revanche, s'exprime dans ce que tu ne fais pas, dans le silence que tu choisis, dans la pause inconfortable avant de lâcher un mot de trop, dans la respiration qui s'allonge quand tout ton système exige une réponse instantanée. Chaque fois que tu réussis à contenir cette première poussée, tu construis une structure interne capable de supporter le poids du monde sans se fracturer. Pense aux petits détails, la façon dont tes épaules se tendent lorsque ton nom apparaît dans une conversation tendue, la façon dont tes doigts cherchent le téléphone pour écrire un message que tu n'as pas besoin d'envoyer, l'impulsion de hausser la voix lorsque l'orgueil se sent menacé. Chaque geste est un avertissement, une alarme interne qui te signale le point exact où ton ego veut prendre le contrôle. Si tu laisses cette impulsion te gouverner, tu deviens un reflet programmé, facile à anticiper, facile à manipuler. En revanche, lorsque tu choisis de t'arrêter, même 3 secondes avant d'agir, tu donnes à ta volonté l'espace dont elle a besoin pour grandir. L'autocontrôle n'est pas un acte héroïque, c'est un entraînement quotidien. On le voit dans l'expression contenue, dans la posture que tu adoucis volontairement, dans la décision de ne pas ajouter de mots vides à une discussion qui ne fait que s'épuiser. Il ne s'agit pas de nier l'inconfort, il s'agit d'apprendre à le soutenir sans chercher un soulagement immédiat. La plupart échouent ici, ils ne supportent pas le vide entre le stimulus et la réponse, ce silence où la volonté se forge ou se rend. Mais c'est justement là, dans cet intervalle, que se joue ton véritable pouvoir. Si tu es capable de supporter la pression interne sans céder, tu gagnes une force que personne ne peut te prendre. Celui qui maîtrise son impulsion n'est pas indifférent ni insensible, c'est quelqu'un qui a appris à faire la différence entre ce qu'il ressent et ce qu'il décide de faire avec. La croissance se voit dans ce que tu choisis de ne pas nourrir. La force est de résister au premier désir, la sagesse, de ne pas le justifier ensuite. C'est une ligne qui sépare ceux qui restent coincés dans le mal de ceux qui avancent sans permission. Regarde les marques que laisse l'autocontrôle dans la vie quotidienne, des agendas qui sont respectés même s'il n'y a pas d'applaudissements, des réponses minimales face aux provocations, de l'énergie investie dans des projets personnels et non dans la correction de la narration des autres. Celui qui maîtrise son impulsion se reconnaît parce qu'il ne vit pas en s'expliquant, il n'a pas besoin de témoins pour confirmer son évolution. Le respect authentique naît lorsque les autres réalisent qu'ils ne peuvent plus tirer tes ficelles, que ta réaction n'est pas aux enchères et que ta volonté pèse plus que toute provocation externe. C'est ici que la véritable vengeance prend forme non pas dans la réplique bruyante, mais dans l'avancée silencieuse. Peut-être que ce ne sera pas facile au début.
Le corps proteste, l'esprit exige une revanche, l'orgueil réclame une scène. Mais chaque fois que tu choisis de retarder la réaction, chaque fois que tu supportes la chaleur interne sans la laisser sortir sous forme d'attaque, tu renforces le muscle le plus difficile à entraîner, la volonté. Que ton autocontrôle soit visible dans ta démarche, dans le regard qui ne cherche plus l'approbation, dans les actions qui n'ont pas besoin d'explication. Celui qui maîtrise son impulsion devient maître de son destin. Fais-le évident dans tes gestes, dans tes poses, dans la façon dont tu priorises ton énergie. Maîtrise ton impulsion, renforce ta volonté. C'est là que commence la véritable transformation que personne ne peut te prendre. 8. Construis une vie qui ne dépend pas du passé. Laisser ta vie être définie par le passé est la manière la plus efficace de saboter toute réelle opportunité de liberté. C'est la vérité que peu veulent regarder en face, tant que tu restes attaché à ce qu'on t'a fait, à ce que tu n'as pas pu contrôler, à la blessure que tu répètes comme justification, tu confies le gouvernail de ton présent à une version de toi qui n'existe plus, ou pire, à des personnes qui ont depuis longtemps cessé d'avoir un réel pouvoir sur qui tu es. Le passé est un fait, non une condamnation, mais en faire l'axe de ton identité, c'est choisir de vivre dans une prison invisible où chaque décision est filtrée par la croûte de ce qui a fait mal et non par le potentiel de ce que tu peux construire. Si le dommage continue de dicter tes priorités, chaque avancée sera négociée avec la peur de retomber, avec le soupçon que rien de bon ne dure parce qu'on t'a brisé auparavant. C'est une économie émotionnelle basée sur la rareté, sur la vigilance constante, sur le calcul défensif. On ne grandit pas ainsi, on survit à peine. Le mécanisme est simple à comprendre bien, qu'il soit difficile à démonter. Chaque fois que tu organises tes décisions autour du passé, tu renforces l'idée que ce que tu as été détermine ce que tu peux être. Le pilote automatique s'active, tu choisis des relations par peur de répéter l'abandon, tu es obsédé par l'évitement des erreurs passées, tu te construis une narration où la prudence pèse plus que l'ambition. Ce n'est pas de la sagesse, c'est de la paralysie déguisée en maturité. Le passé ne mérite que l'espace qu'il occupe dans ton apprentissage, pas dans ton agenda de priorité. Lorsque tu te surprends à justifier tes limites actuelles par de vieilles anecdotes, arrête-toi. Demande-toi si ce filtre sert encore à ta croissance ou s'il n'est qu'une excuse confortable pour éviter le risque d'essayer à nouveau. Le prix de l'utilisation du passé comme bouclier est élevé. Tu perds en spontanéité, en créativité et surtout en capacité à te surprendre toi-même. Tu n'es pas la somme de tes blessures. Tu es la décision de guérir. Cette ligne doit te guider chaque fois que le souvenir du dommage veut dicter la direction de tes pas. Construire une vie non dépendante du passé ne signifie pas nier ce que tu as vécu, ni prétendre que rien ne te touche. C'est un travail minutieux de séparation et de mise à jour. Séparer ce qui était réel de ce qui est maintenant seulement une interprétation addictive, mettre à jour les règles que tu as utilisées pour survivre, car aujourd'hui, tu n'as plus besoin de te défendre contre les mêmes ennemis, ni d'anticiper les mêmes menaces. L'entraînement ici est mental. Identifier chaque schéma que tu répètes simplement parce qu'il a fonctionné pour éviter la douleur et te demander quel sens il a aujourd'hui. Ce processus est inconfortable car il implique de laisser de côté la sécurité de ce qui est connu, même si ce qui est connu est la souffrance. L'attachement au passé est souvent une tentative de conserver l'identité au milieu de l'incertitude. Mais l'évolution exige de lâcher prise. Si chaque projet, chaque lien, chaque habitude est choisie en fonction de ne pas être blessé à nouveau, la vie se réduit à un exercice de contrôle, pas d'expansion. La stratégie stoïcienne propose quelque chose de plus radical et courageux, faire de ton présent un territoire où le passé n'a pas de vote, seulement une voix. Tu peux écouter ce qui a été, extraire la leçon, puis décider à partir de la liberté de celui qui n'est plus obligé de répéter le même cycle. La seule loyauté que tu dois avoir est envers l'avenir que tu peux construire, pas envers la version brisée que ton histoire a produite. Cela exige une vigilance interne, car de temps en temps le passé essaiera de s'immiscer, déguisé en prudence ou en fausse humilité, pour te rappeler tes limites. C'est alors que tu dois être brutalement honnête. Vis-tu pour ne pas répéter la douleur, ou pour découvrir jusqu'où tu peux aller si tu secoues l'héritage de la blessure?
Le passé est une donnée, pas une destination. Grave cette phrase, qu'elle régit tes décisions les plus importantes. La conséquence de cette approche est claire, tu deviens imprévisible pour ceux qui pariaient que tu continuerais à tourner autour de la blessure. Ton énergie est libérée pour de nouveaux projets. Ta confiance n'est plus l'otage de vieilles erreurs. Tes relations sont choisies à partir de l'abondance et non de la réparation. Tu comprends que le véritable progrès n'est pas un acte de revanche contre ceux qui t'ont blessé, mais une affirmation que le dommage n'a pas le droit d'organiser ta vie. Tu deviens architecte, pas restaurateur perpétuel de ruines étrangères. C'est le seul avenir qui vaut la peine, celui qui ne demande pas la permission au passé pour exister. Danke, dass du bis zum Ende des Videos geblieben bist. Wenn du alles gesehen hast, kommentiere, ich bin stoisch, als unser geheimes Zeichen, zu wissen, dass du ein wahrer Schüler des Stoizismus bist. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und das Video zu liken, wenn es dir gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video und denke daran, kultiviere weiterhin deinen stoischen Geist. Le respect ne se demande pas, il se démontre. Et quand tu dois l'exiger, tu l'as déjà perdu. Le récupérer ne consiste pas à imposer l'autorité ni à élever la voix, mais à reconstruire la façon dont tu te traites toi-même. Chaque fois que tu acceptes moins que ce que tu mérites, que tu te tais pour ne pas déranger ou que tu tolères ce qui te fait mal, tu envoies un message silencieux. Ma valeur est négociable. Et c'est le début de la fin du respect de soi. Le respect ne naît pas de l'orgueil, mais de la cohérence. C'est faire ce que tu dis, même quand personne ne te regarde. C'est garder son calme quand les autres perdent le contrôle. C'est fixer des limites sans peur, même si cela te coûte des relations. Marc Aurèle disait que l'âme noble reste ferme sans avoir besoin de témoins. Parce que celui qui maîtrise son esprit maîtrise son monde. Nous vivons entourés d'apparences, de personnes qui confondent le respect avec la peur et l'autorité avec l'arrogance. Mais le véritable respect ne s'impose pas de l'extérieur, il se construit de l'intérieur. Il commence quand tu décides de ne plus te trahir, quand tu arrêtes de chercher l'approbation et choisis d'agir avec dignité, même en silence. Ce chemin n'est pas confortable. Il implique de perdre ceux qui ne te valorisaient que pour ta faiblesse. Il implique de regarder en face tes limites, de te soutenir quand personne ne te soutient, et d'apprendre à être ton propre référent. Mais quand tu récupères ton respect de soi, quelque chose change. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit, car ta seule présence communique la fermeté. Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre n'est pas un discours sur l'estime de soi, mais un guide pour construire un respect réel, celui qui ne se mendie pas, celui qui ne se crie pas, celui qui rayonne depuis le calme de celui qui ne cherche plus l'approbation, mais l'équilibre, la cohérence et le pouvoir intérieur. 1. Respecte-toi d'abord. Tu es comme une forteresse, non pas de pierre, mais de décision. Chaque mur qui te soutient est fait de ce que tu tolères, de ce que tu acceptes, de ce que tu choisis de permettre. Mais quand tu baisses la garde, quand tu justifies ce qui te fait mal ou que tu te tais pour ne pas perdre quelqu'un, les murs commencent à céder. Non pas à cause de la force des autres, mais à cause des fissures que tu permets toi-même. C'est ainsi que l'on perd le respect de soi. Non pas d'un coup, mais par de petites redditions qui semblent inoffensives, mais qui, avec le temps, te laissent vide. Te respecter d'abord n'est pas de l'arrogance, c'est de la survie. Cela signifie comprendre que si tu ne te valorises pas toi-même, personne d'autre ne le fera. Le respect de soi ne se mesure pas en paroles, il se mesure en actes. Dans la façon dont tu penses à toi quand tu es seul, dans la façon dont tu parles de toi quand les autres n'écoutent pas, dans ce que tu permets et dans ce que tu rejettes. Marc Aurèle a écrit que l'âme se teint de la couleur de ses pensées. Si tu penses que tu mérites peu, tu accepteras peu. Si tu agis comme si ta voix ne comptait pas, le monde croira la même chose. Te respecter signifie aussi ne pas te contenter. Ne pas chercher l'acceptation en échange de ta dignité. C'est prendre des décisions qui font mal, mais qui te libèrent. C'est fermer la porte calmement quand quelque chose ne t'apporte pas de paix. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur, ni de convaincre qui que ce soit que tu es digne. Il suffit de vivre comme quelqu'un qui le sait. Sénèque disait que le respect de soi guide notre morale.
Et il avait raison, car le respect ne commence pas par ce que tu dis, mais par ce que tu permets. Quand tu te respectes, tes limites deviennent claires, ton énergie change, ton silence pèse. Tu ne discutes plus pour convaincre, tu ne te justifies plus pour plaire, tu ne cherches plus l'approbation pour te sentir valide. Ta présence communique sans avoir besoin de mots. Non pas parce que tu t'imposes, mais parce que ta cohérence parle pour toi. Le véritable respect naît de la constance, d'agir selon tes principes, même quand cela te laisse seul. Et oui, te respecter toi-même te fera perdre des personnes, des opportunités et même du confort. Mais tu gagneras quelque chose d'infiniment plus précieux, la paix. Tu apprends que tout ne mérite pas une réponse, que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi et qu'il n'y a pas de pire trahison que de te trahir toi-même pour plaire aux autres. Quand tu te choisis, tu n'es pas égoïste, tu es juste. Te respecter d'abord est la base de toute force intérieure. Si tu ne sais pas qui tu es, tu deviendras ce que les autres veulent. Si tu ne sais pas ce que tu vaux, tu accepteras n'importe quoi. Mais quand tu décides de rester ferme, quand ta paix compte plus que l'approbation, quand tu choisis le caractère sur la commodité, tu reprends le contrôle de ta vie. Et à ce moment-là, sans le chercher, les autres commencent aussi à te respecter. Parce que le respect ne se demande pas, il rayonne de la force intérieure, de celui qui ne se vend plus, ne s'explique plus, ne se plie plus. Il reste simplement debout. 2. Arrête de chercher l'approbation. Il y a une manière silencieuse de perdre ton essence. Vivre en essayant de plaire à tout le monde. C'est un épuisement constant. Une course sans fin où tu donnes ton énergie en échange de quelque chose d'aussi fragile que l'acceptation des autres. Beaucoup confondent approbation et respect, mais ils sont opposés. Le respect se gagne par la cohérence. L'approbation s'achète par renoncement. Quand tu vis en cherchant à être approuvé, tu cesses d'être toi pour devenir ce que les autres veulent que tu sois. Et le pire, tu commences à en avoir besoin pour te sentir valable. Chercher l'approbation est comme boire de l'eau salée, plus tu en bois, plus tu as soif. Tu t'habitues à dépendre des éloges, à mesurer ta valeur en regards, en likes, en compliments. Et quand ils n'arrivent pas, tu t'effondres. Ce n'est pas de l'estime de soi, c'est une addiction. Épictète l'a expliqué crûment. Celui qui cherche à plaire à tout le monde devient l'esclave de tout le monde. La liberté commence quand tu cesses d'avoir besoin de la validation des autres pour te sentir suffisant. Personne qui vit en essayant de plaire ne pourra vivre en paix. La recherche d'approbation est un piège déguisé en vertu. Elle te fait croire que d'être aimable, c'est de toujours céder, que d'être compatissant, c'est de supporter les abus, que d'être humble, c'est de taire tes idées. Mais la véritable amabilité n'implique pas de faiblesse. La véritable humilité ne signifie pas de t'effacer. Parfois, le plus respectueux que tu peux faire est de dire non. Parfois, le plus noble est de partir. Marc Aurèle a écrit qu'un esprit libre ne se laisse pas entraîner par les opinions des autres. Celui qui vit pour plaire vit en prisonnier. Celui qui vit fidèle à ses principes vit libre, même s'il est incompris. Arrêter de chercher l'approbation ne signifie pas devenir froid ou arrogant. Il s'agit de récupérer ton pouvoir intérieur. D'agir parce que c'est la bonne chose à faire, pas parce qu'on va t'applaudir. C'est parler clairement, sans embellir tes mots pour ne pas déranger. C'est rester ferme sur ton chemin, même quand les autres te jugent. Parce que quand tu fais les choses à partir de ta vérité, même si tout le monde ne comprend pas, ils te respectent. Ils ne le disent peut-être pas, mais ils le ressentent. Le problème de dépendre de l'approbation externe est qu'elle ne sera jamais suffisante. Aujourd'hui, ils t'acceptent. Demain, ils te critiquent. Aujourd'hui, ils te louent. Demain, ils t'ignorent. Et si tu n'as pas un centre solide, tu t'effondres avec chaque opinion. Mais quand tu décides que ta valeur n'est pas négociable, le bruit de l'extérieur cesse d'importer. Tu commences à apprécier ton silence, tes décisions, ton authenticité. Sénèque disait que personne ne peut te mépriser si tu ne le permets pas. Et tu n'y arrives que lorsque tu comprends que la seule validation réelle est celle que tu te donnes. Celui qui cesse de chercher l'approbation devient dangereux pour le système parce qu'il ne peut plus être manipulé. Il n'a plus besoin de prétendre. Il n'a plus peur de se démarquer. Il ne se plie plus.
Il parle calmement, agit avec certitude et transmet le respect sans le demander. Sa vie devient une déclaration silencieuse. Je me contente d'être qui je suis. Et ce type de présence est magnétique, parce qu'il démontre quelque chose que beaucoup n'ont pas, l'indépendance émotionnelle. Quand tu réussis à arrêter de chercher l'approbation, tu sentiras que tu respires différemment. Tu te libéreras du besoin de te justifier, de t'adapter, de plaire. Tu te concentreras sur la construction, l'amélioration, le maintien de ta paix. Et alors se produira l'inévitable. Les autres commenceront à te respecter. Non pas parce que tu les cherches, mais parce que ton énergie ne dépend plus d'eux. C'est le pouvoir du respect intérieur, celui qui ne s'achète pas et ne se négocie pas, celui qui naît de la sérénité de savoir que tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit, parce que tu es déjà suffisant. 3. Affronte les conflits avec calme. Le feu ne détruit pas l'acier, il le forge. Mais pour devenir de l'acier, il faut d'abord supporter la chaleur sans se briser. C'est ainsi que sont les conflits, des épreuves qui révèlent de quoi tu es fait. Ils ne sont pas l'ennemi, ils sont le miroir qui montre ton niveau de contrôle. Beaucoup perdent leur propre respect parce qu'ils se laissent emporter par la colère, l'impulsivité ou la peur de confronter. D'autres, au contraire, le perdent en évitant tout conflit, afin de maintenir une paix apparente. Dans les deux extrêmes, le résultat est le même, tu perds du pouvoir. Le respect naît lorsque tu es capable de garder ton calme au milieu du chaos, lorsque tu choisis la raison plutôt que l'impulsion, la fermeté plutôt que la réaction. Affronter les conflits avec calme ne signifie pas rester silencieux, ni éviter de dire ce que tu penses. Cela signifie le faire avec conscience, pas avec colère. Le stoïcien sait que ce qui te perturbe n'est pas le problème en soi, mais comment tu l'interprètes. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qui nous arrive, mais ce que nous pensons de ce qui nous arrive. Si tu apprends à maîtriser ton esprit, aucun mot ne pourra te déstabiliser. Les gens respecteront ta tempérance, non pas parce que tu es froid, mais parce que tu ne te laisses pas manipuler par les émotions des autres. Le calme n'est pas une faiblesse, c'est le contrôle. C'est le pouvoir d'observer sans perdre de clarté, de répondre sans te rabaisser, de rester ferme sans élever la voix. La plupart des gens pensent que gagner une discussion, c'est parler plus fort. Mais la vraie victoire est de conserver la paix intérieure pendant que l'autre se décompose. Marc Aurèle l'a exprimé avec sagesse. La meilleure façon de te venger est de ne pas ressembler à ton ennemi. Si quelqu'un te blesse avec des mots, tu n'as pas besoin de riposter, il suffit de rester silencieux et de continuer ton chemin avec dignité. Cela fait plus mal que n'importe quelle réponse. Lorsque tu affrontes les conflits avec calme, tu deviens imprévisible. Celui qui s'attendait à te voir perdre le contrôle est déconcerté, car ta sérénité désarme. Tu deviens quelqu'un de difficile à provoquer, et donc quelqu'un de respecté. Le respect ne vient pas de l'agressivité, mais de la maîtrise. Le monde admire celui qui sait garder son calme quand tout est en désordre. Et bien que cela puisse sembler contradictoire, celui qui peut contenir son feu est celui qui le maîtrise le plus. Éviter les conflits, en revanche, est une forme de trahison envers toi-même. Chaque fois que tu te tais par peur, chaque fois que tu permets des injustices pour ne pas déranger, une partie de toi s'éteint. Le calme stoïcien n'est pas passivité, c'est stratégie. Il ne s'agit pas de fuir le feu, mais d'apprendre à le traverser sans brûler. Si tu ne parles pas quand tu le dois, tu finis par accumuler du ressentiment. Et celui qui accumule du ressentiment se détruit en silence. Le vrai calme ne réprime pas, il canalise. Il ne fuit pas, il agit avec sagesse. Apprendre à affronter les conflits avec sérénité est aussi une façon de préserver ton énergie. Tout ne mérite pas une réponse. Toute provocation ne mérite pas ton attention. Il y a des batailles qui se gagnent simplement en ne participant pas. Sénèque a écrit que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Et c'est vrai, car ce qui t'affecte vraiment n'est pas ce qu'on dit, mais combien de pouvoir tu donnes à ces mots. Le calme est ton bouclier, le silence est ton épée. Affronter les conflits avec calme est un art qui se construit avec discipline. De respirer avant de parler, d'observer avant de juger, de penser avant d'agir. Cette pause est ce qui distingue les sages des impulsifs.
Et lorsque tu parviens à la maîtriser, le respect arrive tout seul. Parce que le monde admire celui qui peut rester calme dans la tempête, celui qui n'a pas besoin de crier pour s'imposer, celui qui démontre que le vrai pouvoir n'est pas de contrôler les autres, mais de se contrôler soi-même. 4. Mets des limites fermes. Un jardin sans clôture ne dure pas longtemps. N'importe qui entre, piétine, arrache des fleurs et laisse des traces. Il en va de même pour ta vie lorsque tu ne sais pas mettre de limites. Sans elle, tout le monde décide pour toi et tu deviens un terrain libre pour l'abus, la manipulation ou l'exigence constante. Les limites ne sont pas des barrières pour éloigner les autres. Ce sont des portes que tu choisis quand ouvrir et quand fermer. Elles sont l'expression la plus claire du respect de soi, car elles montrent que tu sais jusqu'où va ton engagement et où commence ta dignité. Mettre des limites n'est pas être dur ni insensible. C'est avoir de la clarté. Celui qui ne met pas de limites par peur de perdre les autres finit par se perdre lui-même. Sénèque disait que personne ne peut se considérer libre s'il vit soumis à la volonté d'autrui. Et c'est vrai, car chaque fois que tu acceptes quelque chose qui te dérange, juste pour ne pas générer de conflit, tu cèdes un morceau de ta liberté. Les limites fermes n'éloignent pas les bonnes personnes, elles filtrent simplement les mauvaises. Le problème est que beaucoup confondent la bonté avec la disponibilité. Ils pensent qu'être bon implique de dire oui à tout, d'aider toujours, de porter ce qui ne leur appartient pas. Mais ce n'est pas une vertu, c'est un manque d'amour-propre. Dire non est aussi une forme d'amour, peut-être la plus mature. Tu n'as pas besoin de crier pour le faire. Il suffit de rester ferme, sans te justifier, sans te sentir coupable. Marc Aurèle disait que celui qui se respecte ne se dégrade pas face à ce qu'il ne contrôle pas. Et cela inclut le contrôle des autres, de leurs émotions ou de leurs attentes. Une limite saine ne naît pas de la colère, elle naît du calme. Ce n'est pas de la vengeance, c'est de l'ordre. Dire « je ne peux pas » ou « je ne veux pas » sans ressentir de honte est un signe de force. Les gens qui t'apprécient vraiment comprendront ton silence, pas ton sacrifice constant. Celui qui se vexe lorsque tu mets des limites profitait du fait que tu n'en avais pas. Lorsque tu établis tes lignes avec clarté, le respect t'arrive seul, car tu fais comprendre que ton énergie a de la valeur et que ton temps n'est pas en libre accès. Mettre des limites implique aussi de te les mettre à toi-même. Il ne suffit pas de t'éloigner des autres si tu continues à tolérer tes propres excuses. Apprends à te dire « ça suffit » lorsque tu procrastines, lorsque tu te sabotes, lorsque tu justifies l'injustifiable. L'autodiscipline est la limite la plus puissante qui existe, car celui qui peut se gouverner n'a pas besoin que quelqu'un d'autre le contrôle. Le respect commence par cette autorité intérieure qui t'empêche de tomber dans ce que tu sais qui te fait du mal. Le calme et la fermeté doivent coexister. Tu n'as pas besoin de hausser la voix ni d'entrer dans des explications interminables. La limite la plus efficace est celle qui s'impose avec sérénité. Parler clairement, agir avec cohérence et ne pas reculer face à la manipulation sont des actes de pouvoir. Les gens confondent le silence avec la faiblesse, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ce silence est plein de conviction. Mettre des limites fermes change tout. Cela améliore tes relations, ordonne tes pensées et renforce ton caractère. Tu te rends compte que tout le monde ne mérite pas d'avoir accès à toi, et ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la maturité. Tu apprends que tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent, mais tu peux contrôler ce que tu permets. Le respect de soi fleurit lorsque tu arrêtes de te justifier, lorsque ton non n'a plus besoin d'explication, et lorsque tu comprends que prendre soin de ton espace n'est pas être égoïste, c'est être conscient. Au final, les limites sont la forme la plus pure d'amour et de respect. Car celui qui sait jusqu'où aller, sait aussi jusqu'où rester. Et celui qui a le courage de dire « jusqu'ici » a la sagesse de maintenir sa paix dans un monde qui vit en franchissant des lignes. 5. Prends soin de ton temps. Ton temps est comme un compte bancaire qui n'accepte pas les dépôts, seulement les retraits. Chaque jour, on te donne 24 heures, et peu importe qui tu es, personne n'en reçoit plus. Pourtant, beaucoup vivent comme s'ils étaient éternels, gaspillant leur temps à des choses qui ne les nourrissent pas, à des conversations vides,
à des personnes qui ne font que consommer de l'énergie ou à des distractions qui n'apportent rien. Le respect de soi commence lorsque tu comprends que ton temps est sacré. Celui qui ne valorise pas ses heures finit par être l'esclave de ceux qui savent en profiter. Prendre soin de ton temps ne signifie pas devenir inflexible ou vivre dans la précipitation. Cela signifie avoir une clarté sur ce qui mérite ton attention et ce qui ne le mérite pas. Car ce que tu fais de ton temps révèle ce que tu valorises vraiment. Si tu le consacres à des choses triviales, tu dis que l'essentiel n'a pas d'importance. Marc Aurèle l'a résumé avec précision. Ce n'est pas que nous avons peu de temps, c'est que nous en gaspillons beaucoup. Et c'est une vérité que peu de gens acceptent. Nous nous plaignons de ne pas avoir assez de temps, mais nous le gaspillons en plaintes, en comparaison, en choses qui ne laissent pas de traces. Le respect de soi se démontre aussi dans la façon dont tu protèges ton agenda. Si tu es toujours disponible pour tout le monde, tu finiras par être absent pour toi-même. Apprendre à dire « je n'ai pas de temps pour ça » n'est pas impoli, c'est de la maturité. C'est reconnaître que chaque minute investie dans l'inutile est une minute volée à tes objectifs, à ton repos ou à ta croissance. Sénèque disait que la vie est longue si tu sais bien l'utiliser. Mais ceux qui vivent distraits, ceux qui laissent le bruit extérieur déterminer leur rythme, finissent épuisés sans avoir fait quoi que ce soit de véritablement significatif. Prendre soin de ton temps, c'est aussi prendre soin de ton énergie. Tout ce qui fatigue ne vient pas de l'effort physique. La plupart des épuisements viennent de l'émotionnel et du mental. Évite les conversations sans but, évite les personnes qui se plaignent constamment, évite les endroits où tu sens que ta présence n'ajoute rien. Tu n'as pas besoin de te justifier pour ne pas vouloir être là où ton esprit et ton cœur ne se sentent pas en paix. Le calme vaut plus que n'importe quelle invitation, et la véritable productivité naît de l'ordre intérieur, pas du mouvement constant. Le temps que tu investis en toi n'est jamais perdu. Lire, méditer, te reposer, prendre soin de ton corps, réfléchir, tout cela est aussi du travail, même si le monde ne le reconnaît pas. Chaque habitude qui renforce ton esprit ou ton caractère est un investissement qui se multiplie avec les années. Prendre soin de ton temps, c'est comprendre que tout ne mérite pas ton attention et que te concentrer n'est pas te limiter, c'est te protéger de la dispersion. Celui qui se respecte ne vit pas occupé, il vit concentré. Tu dois aussi prendre soin de ton temps émotionnel. Ne continue pas à ressasser ce qui est déjà terminé, ne répète pas des conversations dans ta tête qui ne vont pas changer le passé. Arrête de gaspiller des minutes sur des personnes qui ont déjà montré qui elles sont. Chaque seconde que tu consacres à la culpabilité, au ressentiment ou au doute est du temps volé à ton présent. Apprends à lâcher prise avec dignité, parce que l'horloge ne s'arrête pas et la vie n'attend pas que tu sois prêt. Celui qui maîtrise son temps maîtrise sa vie. Le stoïcien le sait. Il ne contrôle pas les jours, mais il contrôle comment il les vit. Et lorsque tu prends cette conscience, le respect que les autres te portent grandit, parce que tu transmets de l'ordre, de la clarté et du but. Ton temps est ta frontière invisible, le signal le plus puissant que tu sais qui tu es et où tu vas. Ne le gaspille pas à des choses qui ne laissent pas de traces. Prends-en soin comme tu le ferais avec quelque chose qui ne peut pas être remplacé, parce que c'est la vérité. Chaque instant qui passe ne revient pas. 6. Sois cohérent avec toi-même. Il y a une bataille silencieuse que tout le monde mène, celle qui existe entre ce qu'ils disent, ce qu'ils pensent et ce qu'ils font. Beaucoup parlent de respect, mais se trahissent chaque jour. Ils promettent la discipline et choisissent le confort, exigent l'honnêteté mais mentent, demandent la loyauté mais se trompent eux-mêmes. L'incohérence est une blessure invisible qui affaiblit le caractère. Chaque fois que tu romps ta parole, même si personne ne le remarque, ton esprit l'enregistre. Et petit à petit, ton estime de soi se fracture parce que tu ne te fais plus confiance. La cohérence, en revanche, est la racine du véritable respect. Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être congruent, que tes actions reflètent tes valeurs, même lorsque personne ne te regarde. Sois cohérent avec toi-même. Ne dis pas que tu valorises la paix si tu t'entoures de chaos, ni ne parle de dépassement
si tu continues à répéter les mêmes habitudes qui te stagnent. La cohérence est un miroir qui ne ment pas, et le regarder nécessite du courage. Marc Aurèle a écrit que le caractère d'un homme se montre dans ses actions, pas dans ses paroles. Et c'est l'essence du respect de soi, que tes pas parlent pour toi. Vivre en cohérence implique de prendre des décisions difficiles. Parfois, tu devras t'éloigner de ce qui est confortable pour maintenir ton intégrité. Parfois, tu devras renoncer à des personnes, à des emplois ou à des situations qui contredisent tes principes. La cohérence ne se mesure pas en discours, elle se mesure en sacrifice. Celui qui vit en essayant de plaire à tout le monde finit par se diviser, mais celui qui reste fidèle à sa vérité devient solide. Il n'y a pas de paix plus profonde que celle d'agir en harmonie avec ce que tu crois. L'incohérence ne détruit pas seulement le respect des autres, elle détruit la confiance interne. Parce que lorsque tu sais que tu ne tiens pas ce que tu promets, lorsque ton esprit se souvient de chaque fois que tu as dit « demain » et que tu ne l'as jamais fait, tu commences à douter de toi. Et une personne qui ne fait pas confiance à sa parole ne peut pas avancer. Épictète disait qu'aucun homme ne peut se dire libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de toi, c'est tenir ta parole même lorsque personne ne l'exige, c'est être fidèle à tes principes, même si cela te coûte. Être cohérent signifie aussi accepter tes contradictions et travailler dessus. Il ne s'agit pas de prétendre être un sage inébranlable, mais de reconnaître tes erreurs et de corriger le cap avec humilité. La cohérence n'est pas de la rigidité, c'est de l'honnêteté. C'est pouvoir dire « je me suis trompé » sans que cela détruise ta dignité. En fait, cela la renforce, car l'authenticité inspire plus de respect que n'importe quel discours. Les gens font confiance à celui qui est clair, pas à celui qui prétend être parfait. Vivre avec cohérence te donne une force que les autres perçoivent. Tu n'as pas besoin de parler beaucoup, parce que tes actes disent tout. Tu n'as pas besoin de te défendre, parce que ta constance te soutient. La cohérence est un pouvoir silencieux. Elle ne s'impose pas, elle démontre. Et quand tu la pratiques, tu deviens quelqu'un de fiable, quelqu'un de stable, quelqu'un qui transmet la certitude dans un monde plein de contradictions. La cohérence est aussi une forme d'amour de soi. C'est la décision quotidienne de ne pas te trahir, de ne pas agir contre ta conscience. Tout le monde ne comprendra pas tes choix, mais le calme qui vient de vivre en paix avec toi-même vaut plus que n'importe quelle approbation. Quand ta parole a du poids, quand tes valeurs ne sont pas négociables, quand tu fais ce qui est juste même quand ce n'est pas pratique, le respect devient inévitable. C'est ainsi que l'intégrité est construite, brique par brique, décision après décision. Pas avec de grands gestes, mais avec de petites actions quotidiennes qui confirment qui tu es. Être cohérent avec toi-même ne te donne pas seulement de la force, il te donne la liberté. Parce que lorsque tes actes et tes pensées sont alignés, tu n'as plus rien à prouver. Tu es simplement, et cette cohérence se ressent, se respecte. 7. Parle de toi avec respect, les mots sont des graines. Ce que tu répètes sur toi-même grandit en toi. Et beaucoup, sans s'en rendre compte, arrosent leur propre ruine tous les jours avec des phrases comme « je ne peux pas »,« je ne suis pas bon »,« je ne suis pas assez ». Ils le disent sur le ton de la plaisanterie. Mais l'inconscient ne distingue pas le sarcasme de la vérité. Chaque mot devient un ordre silencieux qui façonne l'esprit. C'est ainsi que naît le mépris de soi, non pas à cause de ce que disent les autres, mais à cause de ce que tu te répètes sans t'arrêter pour écouter. Parler de toi avec respect n'est pas de la vanité, c'est de la clarté. C'est comprendre que tes mots créent le cadre mental dans lequel tu vis. Sénèque disait que aucun homme ne devient sage par accident. La sagesse se cultive et les mots sont le terrain où germe ou meurt ta force intérieure. Si tu parles mal de toi, ton esprit l'assume comme une loi. Si tu te parles avec respect, ton comportement change. Non pas parce que c'est de la magie, mais parce que le langage a du pouvoir. Ce que tu affirmes devient une habitude, et les habitudes définissent ton destin. Le respect de soi commence par la façon dont tu te parles à toi-même. Si tu te juges constamment, si tu te compares ou si tu te rabais, tu finis par créer une version faible de toi-même. Tu ne peux pas exiger le respect si tu te dévalorises toi-même.
Marc Aurèle a écrit que la vie de chaque homme est teintée par la couleur de ses pensées. Si tu penses en termes de défaite, ta vie reflètera la défaite. Mais si tu penses avec dignité, tu agiras avec dignité. Parler de toi avec respect, c'est te rappeler chaque jour que ta valeur ne dépend pas de tes erreurs, mais de la façon dont tu décides de te relever. Parler avec respect, c'est aussi apprendre à taire les mots qui te limitent. Ne dis pas « je ne peux pas », dis « je ne l'ai pas encore réussi ». Ne dis pas « je suis mauvais à ça », dis « j'apprends ». Le respect n'est pas une question de gonfler son ego, mais de reconnaître son processus sans se détruire en essayant. Tout le monde échoue, tout le monde tombe, mais seuls ceux qui se parlent avec compassion peuvent se relever avec force. L'autocritique constante sans but n'est pas de l'humilité, c'est du châtiment déguisé. Prendre soin de ton langage interne transforme ton énergie. Celui qui se respecte ne s'insulte pas et ne se sabote pas. Parle avec détermination, mais aussi avec patience. Il s'agit de trouver un équilibre. Fermeté sans cruauté, exigence sans mépris. L'esprit obéit à ce qu'il entend. C'est pourquoi le stoïcien ne gaspille pas de mots contre lui-même. Apprends à te parler comme tu parlerais à quelqu'un que tu aimes et que tu veux voir progresser. La dureté ne construit pas le caractère si elle n'est pas accompagnée de compréhension. Parler de toi avec respect change aussi la façon dont les autres te perçoivent. Si tu t'exprimes avec assurance, sans te minimiser, sans te justifier, les autres apprennent à te traiter en conséquence. Les gens reflètent l'énergie que tu projettes. Si tu te dévalues, ils te dévalueront. Si tu te traites avec dignité, ils te respecteront. Mais si tu attends que le respect vienne de l'extérieur, sans l'avoir semé à l'intérieur, tu dépendras toujours du jugement des autres. Tes mots sont ta marque. Ils construisent ou détruisent. Et si tu veux une vie solide, tu dois apprendre à te parler comme quelqu'un qui mérite le respect. Ne t'insulte pas pour tes erreurs. Ne te sabote pas avec tes pensées. N'utilise pas l'humour comme excuse pour te diminuer. La grandeur commence lorsque tu décides que chaque mot qui sort de ta bouche reflète ta dignité, pas ton insécurité. Parler de toi avec respect est une forme silencieuse de discipline. C'est te rappeler, même dans tes pires jours, que tu es toujours digne. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour mériter le respect, juste, cohérent, constant et conscient de ce que tu dis. Parce que le langage ne communique pas seulement ce que tu penses, il définit aussi ce que tu deviens. 8. Définis ta propre valeur. Le monde te collera des étiquettes dès que tu ouvres les yeux. On te dira qui tu es, combien tu vaux, ce que tu peux accomplir et jusqu'où tu peux aller. Si tu n'es pas attentif, tu finiras par vivre selon ces définitions étrangères. Tu seras ce que les autres pensent que tu es, pas ce que tu es vraiment. Définir ta propre valeur n'est pas un acte de rébellion, c'est un acte de liberté. Parce que tant que tu dépends de l'opinion extérieure pour te sentir précieux, tu vivras à la merci du jugement d'autrui. Aujourd'hui, on te fait des éloges, demain on te critique, et ton estime de soi oscille au rythme de voix qui ne devrait pas décider de ton destin. Ta valeur ne se mesure pas par les résultats, par l'argent ou par la reconnaissance. Elle se mesure par ton caractère, par ta capacité à rester intègre quand les choses ne vont pas bien, par la façon dont tu te traites dans les moments de défaite. Marc Aurèle a écrit que la véritable mesure d'un homme est sa capacité à rester serein face à l'adversité. Cette sérénité naît de la connaissance profonde de qui tu es. Quand tu sais ce que tu vaux, les opinions perdent du poids, les critiques ne te blessent pas et les louanges ne t'aveuglent pas. Définir ta valeur, c'est te connaître. Non pas par comparaison, mais par vérité. Tu n'es pas plus parce que tu es admiré, ni moins parce que tu es ignoré. Tu es le résultat de tes décisions, de ta discipline, de la façon dont tu réponds au chaos. Le respect commence quand tu décides que tu ne laisseras plus personne te faire sentir inférieur. Que ta valeur ne dépend pas de l'acceptation, mais de la cohérence entre ce que tu crois, penses et fais. Mais définir ta valeur n'est pas seulement une déclaration, c'est une pratique quotidienne. Cela signifie ne pas vendre ta paix pour de l'attention, ne pas échanger ta dignité pour de l'affection, ne pas renoncer à tes principes pour appartenir. Cela signifie te choisir même quand c'est difficile. Et oui,
Parfois tu te retrouveras seul, mais cette solitude sera plus digne que n'importe quelle compagnie qui te fait te trahir. Celui qui ne se respecte pas finit par chercher validation dans chaque regard. Celui qui se respecte la projette sans dire un mot. Ta valeur n'a pas besoin de démonstration, elle a besoin de constance. Les gens confondent humilité et oubli de soi. Mais il n'y a rien de plus humble que de reconnaître ta valeur sans avoir besoin de le crier. Le stoïcien le comprend. Le respect et la valeur ne se mendient pas, ils se rayonnent. Plus ton centre est fort, moins tu as besoin de validation. Plus tu connais ton but, moins les critiques t'affectent. Le véritable pouvoir est de maintenir ton équilibre quand le monde te pousse à douter. Définis ta valeur par tes actions, pas par tes mots, par tes limites, pas par tes peurs. Chaque fois que tu choisis le respect sur l'acceptation, tu renforces ton caractère. Chaque fois que tu gardes ton calme quand on te provoque, tu démontres ta maîtrise. Chaque fois que tu décides de ne pas te rabaisser pour t'intégrer, tu réaffirmes ton pouvoir. Et c'est cela qui inspire le véritable respect, la capacité d'être fidèle à toi-même, même quand personne d'autre ne le comprend. Le monde essaiera toujours de te faire croire que tu vaux moins que ce que tu es. Il y aura ceux qui mesureront ton importance par ce que tu fais, pas par qui tu es. Mais quand tu définis ta valeur de l'intérieur, rien de tout cela ne pourra te toucher. Parce que tu sauras que ton essence ne dépend pas du bruit extérieur, mais de la voix intérieure qui dit « Je sais qui je suis et je n'ai pas besoin que quiconque me le confirme ». C'est le véritable respect, celui qui naît de l'âme ferme, de celui qui ne cherche plus à être validé, mais à vivre en cohérence avec sa propre vérité. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.